Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de nos grands entretiens. La légende que vous connaissez tous, dit qu'Henri IV souhaitait que tous les Français puissent déguster une poule au pot le dimanche. Rien n'atteste bien évidemment de la véracité de ces propos, mais derrière cette formule, on devine quand même la mise en place d'un mythe, un mythe autour du bon roi Henri IV, mythe qui perdure jusqu'à nos jours, celui d'un roi proche du peuple, d'un souverain qui se préoccupe du sort de ses paysans, d'un roi populaire et aimé de ses sujets. Le roi, disait d'ailleurs sa belle-sœur Éléonore de Médicis, est un homme à se faire aimer par les pierres elle-même. Tout avait pourtant assez mal commencé dans une France déchirée par les guerres de religion, c'est l'époque de la Saint-Barthélemy. Pour parler d'Henri IV, de sa vie, de sa politique, mais aussi de sa religion, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Jean-Christian Petit-Fils. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un grand spécialiste de l'époque moderne, ce n'est presque plus la peine de vous présenter, et grand biographe des rois. Vous venez de publier une biographie d'Henri IV aux éditions Perrin, une riche biographie qui fait le tour à la fois de sa vie, de ses origines, mais également de sa politique. Henri IV est le fils de Jeanne d'Albret et d'Antoine de Bourbon. C'est pas forcément évident de savoir où il se situe dans la généalogie, parce que quand on lit l'histoire d'Henri IV, on se rend compte que beaucoup de personnes ont à peu près les mêmes prénoms. Je précise qu'Henri IV, il est également Henri III de Navarre. Alors une première mise au point, Jean-Christian Petit-Fils, qui sont les parents d'Henri IV et quelles sont leurs richesses ? Alors, Henri IV, c'est le fils de Jeanne d'Albret, qui est elle-même la fille d'Henri II d'Albret, gouverneur de Guyenne, roi de Navarre, qui a épousé Marguerite d'Angoulême, de Valois d'Angoulême, qui est la sœur de François Ier. Donc il y a déjà un lien, et on voit qu'Henri IV est aussi un descendant des Valois. On l'oublie parfois, puisqu'il descend par son père, Antoine de Bourbon, de Saint-Louis, du comte de Clermont, sixième fils de Saint-Louis. Donc c'est un capétien direct, et puis en même temps il est aussi valois par sa grand-mère, Marguerite d'Angoulême-Valois, cette sœur de François Ier, femme très intelligente, libre, poétesse, qui a écrit l'Heptaméron en particulier, et d'autres œuvres poétiques. Alors, quelles sont les richesses et quels sont les territoires de Jeanne d'Albret et d'Antoine de Bourbon à la naissance de leur fils Henri IV ? Alors, essentiellement, c'est la souveraineté de Navarre, petit territoire, puisque en fait, les 4/5 de la Navarre sont possédés par l'Espagne, avec Pampelune comme capitale. Là, c'est un petit territoire, mais un territoire indépendant du royaume de France. Et on verra que quand Henri IV deviendra roi de France, eh bien, il ajoutera roi de France et de Navarre. Parce qu'il n'est pas question d'englober la Navarre dans la France. Il y a également en dehors des possessions d'Henri d'Albret, le duché d'Albret, et puis des possessions aussi d'Antoine de Bourbon, le duché de Vendôme et de Clermont, il y a surtout le Béarn. Le Béarn qui est une province française, mais qui progressivement a acquis une certaine autonomie et qui cherche en fait à imiter la Navarre et à devenir un pays souverain. Donc, Jeanne d'Albret règne sur la Navarre et le Béarn. Donc, c'est à la périphérie du royaume de France. Elle est donc proche de la famille de Valois, mais en même temps, elle cherche à faire valoir pour son fils
ses droits au trône, qui sont assez éloignés au départ. Faut bien voir que les enfants d'Henri II vont régner successivement, et Henri IV arrive en bout de chaîne, si je puis dire. François II va donc succéder à Henri II, Charles IX à François II, et ensuite Henri III va succéder à Charles IX. Et puis il y a un dernier qui est François d'Alençon, duc d'Anjou, qui lui ne régnera pas, qui créera beaucoup d'ailleurs de tumultes dans le royaume, s'appuyant sur les nobles en particulier, les grands. Donc il a fallu la disparition de tous ces personnages pour que Henri IV devienne roi de France au moment de l'assassinat d'Henri III par un moine fanatique qui s'appelait Jacques Clément, un dominicain, poussé par la Ligue. La Ligue, c'est un mouvement ultra-catholique qui a le soutien de l'Espagne. C'est compliqué tout ça, c'est vrai, mais une fois qu'on a bien compris ce contexte, on voit comment le roi de Navarre, puisque Henri va hériter de sa mère, va se déployer dans cet environnement et partir à la conquête de ce trône. Ça sera très long aussi, bien sûr, puisque c'est seulement en 1584 qu'il devient l'héritier direct du trône, puisque François d'Alençon meurt à ce moment-là, et c'est à la mort d'Henri III, comme je le disais, qu'il va devenir véritablement Henri IV. Alors Henri IV n'est pas élevé comme un futur roi de France, mais probablement comme un futur roi de Navarre. Vous l'avez donc bien expliqué. C'est Jeanne d'Albret qui est reine de Navarre. Dans ce territoire, il n'y a pas la loi salique, donc les femmes peuvent hériter. Et donc, quelle va être l'enfance que Henri IV va avoir, et est-ce qu'il va être vraiment éduqué pour être roi de Navarre? Ah oui, c'est un vrai Biarnais, comme disait son grand-père. Hein. Jeanne accouche à Pau le 13 décembre 1553. Aussitôt, Henri d'Albret, le grand-père, est ravi, se saisit d'une gousse d'ail, le frotte avec une gousse d'ail, lui fait huer un verre de vin. On dira que c'est du Jurançon, parce que le Jurançon, c'est le vin de Pau. Et là, il va devenir donc un petit prince de Viane, qui aspire à devenir le souverain de la Navarre et le vicomte de Béarn, cette province au statut un peu indéfini, comme je le disais tout à l'heure. Il va recevoir donc une éducation à la béarnaise, et même avec des petits paysans. On va le mettre au château de Coaraz, qui est au sud-est de Pau. Et là, il va rester 4-5 ans au milieu des petits paysans, sans grande distinction de rang. C'est la volonté de sa mère en particulier, de le frotter au peuple. Et tout cela va nous donner, bien entendu, un personnage qui est assez atypique par rapport à d'autres souverains. On peut penser à Henri III, par exemple, qui n'a jamais eu une pareille éducation. On voit qu'Henri attire par son côté affable, chaleureux, méridional, et puis, comme vous le disiez, très proche du peuple. Alors, c'est l'époque des guerres de religion, donc il y a beaucoup de tumultes dans cette France qui est vraiment déchirée. Henri IV, quelle éducation religieuse il reçoit? Et lui, dans sa vie, quels sont il va se convertir plusieurs fois et puis renier la foi catholique. À la fin, il meurt catholique, on peut le dire. Est-ce que vous pouvez retracer brièvement son parcours de foi? Alors, il est baptisé catholique. Sa mère s'étant convertie à la Noël 1560 au calvinisme, va vouloir l'élever dans la religion calviniste, donc protestante. Son père, lui, Antoine de Bourbon, qui est donc duc de Vendôme, héritier aussi, lieutenant général du royaume, va vouloir l'attirer dans le catholicisme. Donc il va se trouver tiraillé, il va avoir de temps en temps un gouverneur catholique et puis ultérieurement des précepteurs protestants. Il va subir assez fortement l'influence de sa mère. Un événement très important, c'est son mariage avec Marguerite
de Valois, la fameuse reine Margot, qui est catholique, et ça va être un mariage catholique, malgré le souhait très vif de Jeanne d'Albret, la conversion de Marguerite de Valois. Eh bien, ça sera un mariage mixte qui va conduire à la fameuse Saint-Barthélemy. Donc là, au moment de la Saint-Barthélemy, massacre épouvantable qui se produit une semaine après ce mariage, le 24 août 1572, alors que le mariage avait eu lieu le 18 août. Donc là, c'est quelque chose d'épouvantable qui reste dans les mémoires, et même aujourd'hui encore. La Saint-Barthélemy, c'est un événement majeur de l'histoire de France. À la suite de d'un attentat contre l'amiral de Coligny, protestant, eh bien, on craint un soulèvement des protestants. Au moment du mariage, il y a 800 gentilshommes qui sont venus armés donc du Midi à Paris. Et la grande crainte de Catherine et d'Henri II, et de Charles IX, son fils, c'était de voir un coup d'État, un enlèvement. Il y avait eu déjà pendant les guerres de religion des tentatives contre la famille royale. Et là, ils ont donc décidé, dans l'urgence, de massacrer les chefs protestants, quelques dizaines de chefs protestants, les meneurs. Bon, mais malheureusement, l'affaire a pris de l'ampleur, et puis le petit peuple de Paris, qui était très ultra-catholique, s'en est pris aux protestants, et il y a eu 3000 morts donc à la suite de ces massacres. On verra des corps flotter sur la Seine. La Seine était couverte de couleur rouge, de sang. On retrouvera d'ailleurs des restes au moment des restes de ces corps, quelques-uns de ces corps, quand on construira la Tour Eiffel, faut le dire. 3000 morts et 7000 morts en province. Donc ça fait 10 000 morts, un massacre épouvantable. Et là, c'est une rupture qui se produit au sein de la monarchie. On va reprocher beaucoup à Charles IX et à Catherine d'avoir perpétré ce crime. Alors qu'au départ, il s'agissait d'une mesure, disons, de salut public dans leur esprit, parce qu'ils se considéraient comme menacés dans leur vie. Donc, il a, à l'issue de cette Saint-Barthélemy, eh bien, il va être contraint de se convertir. C'est la Metz ou la Bastille s'il veut pas se convertir. Il a survécu, Henri de Navarre, tout en étant protestant. Il a survécu bien sûr à ce massacre, puisqu'il a épousé Marguerite de Valois. Et là, il va tergiverser. Il va dire oui, mais je veux bien me convertir, mais il faudrait que je sois instruit. Or, il avait déjà été parfaitement instruit. Il tiraillait entre son père et sa mère. Il savait très bien les différences entre le culte catholique et le culte protestant. Donc, c'est une tactique. Alors que son cousin, Condé, lui, va immédiatement se convertir. Ou en tout cas, feindre de se convertir. On voit déjà le personnage qui est un peu roublard et qui ne veut pas s'en laisser compter. Il va rester quelques années enfermé dans le Louvre, prisonnier de la famille royale avec Margot, et puis il va s'évader en 1576 pour rejoindre les troupes protestantes dans le Midi. Il va hésiter encore à ce moment-là à se convertir, parce que Condé s'étant lui-même évadé, étant le chef de guerre des troupes protestantes, il ne veut pas évidemment avoir l'air de le suivre, et puis il veut montrer qu'il est... il pense toujours aussi au salut de l'État, puisqu'il se considère comme l'héritier du royaume, et il ne veut pas entraîner, prendre une coloration trop protestante. Il va chercher à s'allier, par exemple, avec le maréchal de Danville, maréchal de Montmorency d'Anville, qui est un catholique modéré. Il va représenter un courant catholique modéré.
voilà donc le personnage qui va finalement, quand même, quelques mois après son évasion du Louvre, se convertir au protestantisme, parce qu'il voit que pour prendre la tête des troupes, eh bien, il est absolument nécessaire de changer de religion. Voilà. Et puis, eh bien, le dernier changement de religion, ça sera après la mort d'Henri III. On va revenir sur la Saint-Barthélemy. Donc, vous avez évoqué son mariage avec Marguerite, qui est fille de Catherine de Médicis et d'Henri II. Donc, elle est mieux placée que Henri IV. Le 18 août 1572, c'est, on dirait, un mariage de réconciliation. Comment est-ce que vous expliquez cette volte-face soudaine de la Saint-Barthélemy qui a lieu quelque temps après? On a l'impression que le mariage signe un peu l'union des deux France, et puis finalement ce mariage va se terminer dans le sang. Vous titrez d'ailleurs votre chapitre « Les noces de merveille ». Qui porte la responsabilité de cette Saint-Barthélemy? De Vermeil, oui. Qui porte la responsabilité de cette Saint-Barthélemy? Alors, les historiens en ont beaucoup parlé, beaucoup discuté. Il y a eu des différentes thèses qui ont été émises. Aujourd'hui, on peut penser que le débat est clos, après en particulier les travaux tout à fait remarquables d'Arlette Joanna, qui a travaillé sur la question et qui a publié un livre dans les 30 journées qu'ont fait la France chez Gallimard. On considère, je l'ai dit tout à l'heure, que Catherine voulait réconcilier les Français, voulait ce mariage qui a été assez difficile à négocier avec Jeanne d'Albret, qui menait la négociation avec prudence, puis qui a fini par se résigner à un mariage mixte. Tout cela était, au fond, on voulait en terminer avec cette division profonde qui avait déjà marqué la France, puisque les guerres de religion ont commencé 10 ans plus tôt, en 1562, avec le massacre de Vassy par le duc de Guise, massacrant les protestants qui tenaient une réunion, la Seine, dans une grange en Lorraine. Donc, Arlette Joanna a très bien montré qu'il y a au fond deux mouvements. Le premier mouvement, c'est l'attentat contre l'amiral de Coligny, qui probablement émane de petits clans proches du duc de Guise, mais le duc de Guise lui-même, donc ultra-catholique, n'est pas impliqué dans cette affaire, et la réaction extrêmement violente de l'entourage d'Henri de Navarre, qui est décidé à venger sa mort. Et par conséquent, c'est là où on est dans un moment où il y a une nécessité absolue de réagir. Et ce que fait Catherine, qui donc change, en effet, il y a une volte-face, mais elle change d'opinion. Il faut là purger tout de suite cette menace et se débarrasser de quelques meneurs. Et puis, comme je l'ai dit, tout cela va dégénérer dans un massacre général, mais dont elle ne porte pas plus que son fils, la responsabilité première. Cela étant, l'ordre de l'amour, qui unissait le roi avec ses sujets, est rompu. Et tout le travail d'Henri IV, ça sera justement de le restaurer. Oui, c'est l'histoire d'une conquête de légitimité, l'arrivée de Henri IV au pouvoir. Alors, quelle est la réaction des grands lorsque François d'Alençon décède? C'était le dernier héritier, et c'est Henri IV qui se positionne comme le futur roi de France. Comment est-ce que les factions politiques et religieuses reçoivent cette information? Alors, il y a des ultra-catholiques, d'un côté, la Ligue, qui s'est installée à Paris, qui va même chasser le roi de Paris. Et vous avez aussi des grands protestants, des grands seigneurs protestants. Tout cela conduit à beaucoup de confusion. Henri IV est l'héritier, mais il n'est pas reconnu par tout le monde, en particulier par les grands catholiques. Et c'est au moment de l'assassinat d'Henri III, donc en 1588,
que les choses vont se décanter. Les grands, notamment le marquis d'O, surintendant des finances, mais les autres mignons aussi, les autres mignons du roi, vont, après la désignation faite in extremis par Henri III, en tout cas la confirmation donnée in extremis par Henri III que son héritier est bien Henri de Navarre, le roi de Navarre, puisque Henri de Navarre a hérité du royaume de Navarre à la mort de sa mère, en 1572, eh bien, les grands exigent du roi, du nouveau roi, sa conversion, exige, et bien entendu, presque prioritairement, qu'il leur confirme leur prébende, leur pension, leurs avantages. Donc le roi se trouve lié, et on va lui imposer une sorte de pacte qui met la monarchie sous la tutelle des grands. Et Henri IV va céder au départ, il n'y a pas d'autre moyen. Il va donc faire une proclamation, il ne va rien signer avec bien sûr les grands, mais il va faire une proclamation dans laquelle il dit qu'il se convertira au catholicisme et il confirme tous les avantages concédés déjà aux grands. Son idée à ce moment-là, et ça, les historiens ne le soulignent pas suffisamment, c'est de rester protestant, d'être le roi protestant d'une France catholique. Alors, c'est une chimère. Il faut bien voir qu'il y a à peu près 1 million, 1,2 million, bon, on n'est pas tout à fait d'accord, les historiens ne sont pas tout à fait d'accord, 1,2 million de calvinistes en France sur une population de 16 millions d'habitants. Donc c'est une minorité, le reste étant catholique. Il n'y a pas d'athée ou d'agnostique à cette époque. Donc le roi, son idée, c'est d'être le roi protestant d'une France catholique. Comment concilier ça avec le sacre de Reims? Comment concilier ça avec le fait que le roi de France est le roi très chrétien, que la France est la fille aînée de l'Église? Il se pose pas trop la question. Il se dit, au fond, il n'y a pas de grande différence entre le catholicisme et le protestantisme. Ça, c'est ses croyances personnelles. Il croit, et il le dira ultérieurement, il a toujours cru en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Par conséquent, là, c'est pas du tout protestant, puisque les protestants stigmatisent le Dieu de Pâques qu'adorent les catholiques. Il croit dans la Vierge Marie, il a un culte particulier pour la Vierge Marie, mais il n'admet pas tout ce qui a été évoqué lors du Concile de Trente, la rémanence, c'est-à-dire l'adoration du Saint-Sacrement en dehors de la messe, le culte des saints, l'existence du purgatoire. Alors, il est là très 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 en retrait et il est du côté des protestants. En fait, il est à la fois catholique et à la fois protestant et il considère que c'est pas quelque chose de très important que cette différence de religion. Et il se dit, eh bien, je vais m'imposer comme roi protestant par les armes, parce que la Providence va m'aider. La Providence va être là. Si je gagne des batailles, eh bien, elle me confirmera dans mes opinions, dans mes convictions. Et on va le voir, donc, il va combattre la Ligue, donc ce mouvement ultra-catholique qui a pris possession de Paris et puis des grandes villes, à la tête de ses troupes. Le chef de cette Ligue, c'est le duc de Mayenne, le frère du duc de Guise, qui a été assassiné quelques mois avant l'assassinat d'Henri III. Mayenne, donc ultra-catholique, se fait battre, d'abord à Arques en 1589, puis à Ivry en 1590. Donc Henri de Navarre, devenu Henri IV, se dit, bon ben voilà, la Providence est de mon côté, et je vais donc m'imposer de cette manière, sans me laisser ligoter par les exigences des grands. Et puis, il y a un échec. L'échec, c'est le siège de Paris,
il y aura aussi le siège de Rouen, qui sera un échec, avec l'arrivée de Farnèse et des troupes espagnoles. L'échec le siège de Paris, c'est un siège épouvantable. Il faut dire pire que le siège de 1871. Il y aura à peu près 30 000 morts, organisés par les troupes du roi de France. Et là, eh bien, il va se persuader qu'il faut se convertir. Il va faire le saut périlleux, comme il dit, et ce qui aura lieu donc en 1593. Alors on connaît, il y a beaucoup de clichés sur Henri IV, on a parlé de la poule au pot, du Paris vaut bien une messe, mais il y a quelque chose qu'on lui associe assez naturellement, c'est l'édit de Nantes, qui est un édit beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien en dire. Avant de vous poser des questions sur l'édit de Nantes en particulier, est-ce qu'on sait estimer à peu près combien à la veille de cet édit il y a de catholiques et de protestants dans le royaume, ou alors combien de villes sont protestantes et combien sont catholiques? On se rend compte s'il y a une grande majorité de catholiques ou si les choses sont beaucoup plus compliquées qu'il y paraît. Alors, donc je l'ai dit, on estime entre 900 et 1 200 000 protestants sur une population totale dans le royaume de 16 millions d'habitants. Donc c'est très peu. Alors c'est très peu. Le royaume est quand même beaucoup plus petit que le royaume le royaume de Louis XIV ou de Louis XVI. Hein. Il manque une grande partie des provinces de l'Est ou du Nord, la Flandre, l'Artois, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté. Il faut pas imaginer du tout que la France d'Henri IV, c'est la France de la Révolution. Oui, c'est bien de le rappeler, qu'on visualise un peu la réalité géographique. Alors l'édit de Nantes, c'est un édit de pacification. Qu'est-ce qu'il dit concrètement? Alors l'édit de Nantes, il vient à la suite de différents édits qui ont déjà marqué des trêves dans les guerres de religion. Il y a eu 8 guerres de religion. Donc l'édit de Nantes, c'est celui qui va clore la 8e guerre. C'est un édit provisoire d'abord, qui est scellé d'un sceau de cire marron. Et là, la cire marron, ça indique édit provisoire et non pas de cire verte. La cire verte, c'est l'édit définitif. Et on sait que Louis XIV reviendra sur l'édit de Nantes ultérieurement. Donc, cet édit, il fige les situations. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de villes, notamment les villes du Midi, Montpellier, d'autres villes encore du Midi, Montauban, qui sont des villes protestantes. Il y a tout un arc, une sorte de croissant qui va du Poitou, descend dans le Languedoc et remonte jusqu'au Dauphiné, qui est tenu par les protestants. Et donc l'édit va figer la situation, indiquant qu'un certain nombre de villes seraient donc protestantes et que d'autres, au contraire, seraient catholiques. Paris devient une ville ultra-catholique et puis il n'est pas question qu'il y ait le culte protestant à Paris, à Lyon, à Rouen, à Toulouse. Mais en revanche, dans d'autres villes, on admet la présence d'un culte protestant. Donc c'est la liberté de conscience qui est reconnue par cet édit, mais en revanche, on fige des situations. On a souvent présenté l'édit comme un édit de tolérance. Bon, et là, il faut bien voir que le mot tolérance, dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui, n'était pas très répandu à cette époque. On tolère, c'est-à-dire qu'on supporte l'adversaire. C'est pas non plus un édit où, comme on le fait encore aujourd'hui, où l'on célébrerait le vivre ensemble. Au contraire, chacun vit de son côté. C'est un édit qui bloque, qui a les situations, c'est un édit provisoire. On attend l'évolution de la situation. Le seul grand problème de cet édit, c'est que dans les annexes et brevets, il aménage un système où l'entité protestante va avoir toute son organisation presbytéro-synodale maintenue,
donc au sein du Royaume de France, et on va concéder des lieux de culte, 151 lieux, dont 51 lieux de 51 places de sûreté. Ces places de sûreté sont des places entourées de fortifications et dotées de garnisons avec un gouverneur protestant. Ces garnisons sont entretenues aux frais du roi. Donc on installe un État dans l'État. Mais c'était le prix de la paix. Henri IV l'a accepté, mais Henri IV, une fois converti au catholicisme, est devenu un roi très chrétien et il considère qu'il va falloir réduire le protestantisme et ramener même, il le dira, par la douceur, ces anciens coreligionnaires dans le giron de l'Église. Donc il a une conception assez différente de celle de ses anciens compagnons, que ce soit Duplessis-Mornay ou le fameux Agrippa d'Aubigné. Donc cet édit n'est pas un édit qui ménage une paix religieuse complète, et le roi, moi je suis persuadé qu'il aurait vécu, il l'aurait en partie déchiré, au moins en ce qui concerne ses brevets et ses adeptes, puisqu'il installe un État dans l'État, et ça c'est pas admissible au moment où la France commence à se centraliser et où s'installe le pouvoir absolu, l'absolutisme royal, et qui durera jusqu'à la Révolution. Henri IV cherche à pacifier cet État. Alors, faut imaginer le pays qui est dans un état de délabrement complet. 8 guerres de religion. Vous nous avez parlé de 8 guerres de religion. C'est quand même, ça secoue un peuple. L'historien Étienne Pasquier parle de cadavres de France. Est-ce que la formule est juste ? Ah oui. Le pays a eu on n'arrive pas à savoir le nombre de morts exact. Enfin, il y a eu probablement plusieurs centaines de milliers de morts. 30 000 morts rien que pour le siège de Paris, je le disais. La France est dans un état exsangue. L'économie est paralysée, les échanges n'existent plus, les villes reprennent leur autonomie, les provinces cherchent même à se séparer du pouvoir central. On est dans un émiettement qui risque de peser très lourd au moment où l'Espagne a de grandes ambitions. L'Espagne, c'est la puissance dominante, faut bien voir, et l'Espagne, c'est la puissance catholique qui cache d'ailleurs ses ambitions et son impérialisme derrière la religion, cherchant aussi à manœuvrer et à diriger la papauté. Et la chrétienté, par conséquent, la France risque de disparaître. Et tout le génie d'Henri IV, c'est d'abord de ramener la paix, de réconcilier les Français, de faire redémarrer l'économie du royaume, et puis même aussi de rendre aux Français la fierté, de rendre à la France son rang. Du coup, il va déclarer la guerre à l'Espagne, alors que la France se relève à peine de ses ruines, et va gagner une bataille, la bataille des Fontaines françaises. Et puis va signer avec les Espagnols le traité de Vervins, qui revient en gros à ce qu'était la France au moment du traité de Cateau-Cambrésis, mais qui replace la France dans le rang des puissances européennes qui comptent. Donc il a fait une œuvre assez remarquable. Donc ce traité de Vervins, c'est de 1598, en même temps à peu près que l'édit de Nantes, et il est là un roi qui compte. Et en quelques années, ce qui est assez prodigieux, c'est la restauration de l'économie, de la confiance, le redémarrage de l'économie rurale, mais aussi la création de manufactures, des grands travaux qui vont se déployer à Paris en particulier, le Louvre qui change d'aspect, le Pont Neuf qui est achevé, en province, des canaux, le canal de Briare en particulier,
et puis des grandes compagnies qui se mettent en place, des manufactures. Tout ça sous l'égide du compagnon d'Henri IV, qui est le duc de Sully, Maximilien de Béthune, baron de Rosny, et duc de Sully, un militaire austère, un homme pas commode du tout, mais qui a une énergie farouche, remet la France sur les rails, va restaurer les finances. Les finances étaient délabrées, il y avait 300 millions de dettes de livres, 300 millions de livres de dettes, et puis un déséquilibre budgétaire d'une quinzaine de millions. Et en quelques années, grâce au retour de la prospérité, eh bien, Sully va rétablir les finances, même avoir un excédent budgétaire. C'est assez prodigieux, et cet excédent budgétaire, il va l'entasser. Ce sont des écus d'or, entasser ça dans les tours de la Bastille. Et tout cela, d'ailleurs, sera dilapidé par Marie de Médicis au moment de la régence de Louis XIII. Marie de Médicis, parce qu'on a obligé de l'évoquer, c'est la nouvelle femme. La seconde épouse d'Henri IV, qui va donner à la France un héritier qui sera Louis XIII, qui est né en 1601. Vous avez parlé de Sully. Est-ce qu'on peut parler, entre Henri IV et son conseiller, d'un couple politique ? Oui, certainement. Il y a une entente très forte entre deux, même si de temps en temps il y a quelques frictions. Mais Henri IV va s'appuyer beaucoup sur Sully, qui est un homme de confiance, qui reste protestant et qui tient à le rester, il ne veut pas se convertir. Il y a une grande confiance, et surtout c'est un travailleur acharné, un homme qui va, encore une fois, permettre à la France de redémarrer. On est dans une période où s'installe ce qu'on appelle la monarchie absolue. La monarchie absolue, c'est, bien sûr, elle a toujours été absolue sur le plan théorique, cette monarchie capétienne, puisque le roi ne tient son épée, comme dira Louis XIV, que de Dieu. Il ne dépend que de Dieu. Il n'a aucun compte à rendre à aucune assemblée, ni à des grands qui seraient autour de lui et qui lui imposeraient, lui dicteraient leur volonté. Mais ce qui se passe à partir de 1598-1600, c'est un phénomène nouveau qu'on appelle l'absolutisme moderne, ou la monarchie administrative qui se met en place. C'est-à-dire la France devient un pays qui se centralise. On a craint, on pouvait redouter l'éclatement et l'indépendance des provinces. En Bretagne, par exemple, qui suivait son chemin, des villes entières n'obéissaient plus au pouvoir central. Là, on remet en place un pouvoir central fort, un État fort, et tout cela va durer tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle, en partie. On reproche parfois au pouvoir centralisateur de mal connaître son pays, de mal connaître ses sujets, mais c'est pas du tout le cas d'Henri IV. C'est ce que vous dites dans votre livre. Il dit à un de ses amis: je n'ai jamais couché 2 fois dans un même lieu. Il a beaucoup d'amis fidèles et en fait il connaît très bien la France. Est-ce que c'est la cause de cette réussite ? D'avoir réussi à relever le pays. Oui. Alors, c'est un homme donc d'une intelligence exceptionnelle, capable de deviner les pensées de ses interlocuteurs, y compris les diplomates les plus fins, extrêmement rapide, vif, qui n'a pas besoin ne s'est pas donné une culture livresque, ne lit pas les rapports. Il est tout le temps en conversation avec les uns, les autres, il tâte le pouls des populations, il s'est déplacé, c'est le roi de France qui s'est le plus déplacé, qui connaît le mieux son royaume, du nord au sud, d'est en ouest, il est là constamment. Alors il est à cheval, c'est un peu le problème d'Henri IV, c'est que nous sommes dans un phénomène de régression
régression. C'est une monarchie à cheval qui s'installe, alors qu'Henri III avait créé des institutions, créé une cour, créé tout un système politique. Eh bien, du fait des guerres de religion, on revient un peu à cette monarchie des premiers temps. Henri IV le vit parfaitement parce que c'est un homme très vif, virevoltant, mais cette monarchie à cheval, elle manque d'institutions. Et Henri IV lui-même méprise les parlements, méprise les parlottes d'assemblées, des assemblées des notables. Il ne tient pas du tout à réunir les États généraux. Il est dans l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'institutions. Et ça sera ultérieurement Louis XIII puis Louis XIV qui vont perfectionner cette monarchie. Mais ce roi à cheval, on se précipite au moment où il part en campagne pour lui faire signer des ordres alors qu'il est encore à cheval. Et puis il tient son conseil il y a un conseil, le conseil du roi, c'est là où les grandes décisions sont prises de façon un peu anarchique. Il se promène dans les jardins de Fontainebleau avec Sully, avec Villeroy, avec 2-3 conseillers, et puis tout se fait en marchant, et comme il connaît parfaitement la situation, eh bien c'est son point de vue qui l'emporte. Donc on n'a pas trop de contre-pouvoir, il faut dire, parce que c'est un homme autoritaire et qui va par exemple imposer l'édit de Nantes au Parlement. Les parlements doivent enregistrer les édits et Henri IV va se présenter devant le Parlement de Paris l'épée au côté, ce que fera ultérieurement, en copiant son grand-père Louis XIV, pour imposer ses volontés et obliger les parlementaires, en les menaçant, d'enregistrer cet édit. Et il le fera avec les autres parlements de province. Donc un homme autoritaire qui qui met en place une monarchie administrative, mais très très timidement. C'est le début en fait de l'absolutisme comme on le connaît et dont on parle aujourd'hui. Et puis il maîtrise moins bien, avec moins l'art de la manipulation des grands que pratiquera plus tard Louis XIV. Ça, vous l'expliquez très bien dans votre livre également. Il a surtout des amis, en fait. Il compte sur la fidélité plus que sur la manipulation des gens qui l'entourent. Et Sully, ce sera la même chose. Il a tout un réseau de clients, de fidèles. On est dans un système clientélaire et cette monarchie, elle aura beaucoup de mal à s'institutionnaliser. Sous le règne de Louis XIII, Richelieu lui-même aura aussi ses agents, ses clients. Il sera fidèle au roi, mais il aura tout son propre réseau. Et ça sera exactement la même chose sous le règne de Louis XIV, jusqu'au moment de l'installation de la monarchie à Versailles. Il y aura d'un côté le réseau Colbert, et puis de l'autre le réseau Louvois. Et le roi jouant entre les deux, et cherchant à construire son propre espace politique. Et alors, il veut la pacification du royaume de France, mais pas seulement. Et c'est très intéressant de vous lire sur ce sujet. Le grand dessein de Henri IV, en fait, on a l'impression qu'il rêve à une Union européenne. Je vous cite... Cette vision grandiose d'une Europe unie et pacifiée est réorganisée sur la base d'une république très chrétienne de forme fédérale. Henri IV, en fait, il a pensé l'Union européenne avant nous ? Non. Parce que ça figure dans un livre qui s'appelle Les économies royales de Sully, livre écrit sous la régence de Marie de Médicis, donc longtemps après la mort d'Henri IV. Et on sait, dans les écrits de Sully, il faut trier les choses. Il se met en valeur, bien entendu, et puis parfois, il ne dit pas toujours la vérité. Donc les historiens sont bien sûr, ont regardé attentivement ce projet, ce vaste projet, ce grand dessein, comme on dit, et se sont aperçus que c'était pas véritablement la politique d'Henri IV. C'est une politique d'indépendance nationale, indépendance à l'égard de l'Espagne, pays, comme je le disais, dominant, hégémonique. La France se positionne comme le challenger. Il refuse de se placer sous la coupe de l'Espagne et même
avant d'être assassiné, Henri IV envisageait de partir en guerre contre le roi d'Espagne et contre l'empereur. Qu'est-ce qui serait passé? Là, on ne sait pas. Mais il mène une politique donc d'indépendance, et c'est ce rêve proposé par Sully, on peut estimer qu'il ne l'a pas véritablement pensé. Oui, c'est donc, le rêve de Sully. C'est le rêve de Sully. Faire d'Henri IV le précurseur de l'Union européenne me paraît assez fantaisiste. Alors Henri IV, ça, tout le monde le sait, est assassiné par Ravaillac. Donc c'est un régicide. Quelles sont les conséquences directes de sa mort ? Alors les conséquences directes, c'est d'abord la France va se trouver dans un état de sidération absolue. Autant le roi était assez impopulaire dans les derniers temps, parce que justement il avait donné un tournevis à la fiscalité, un impôt nouveau avait été imposé par le roi, qu'on appelait la pancarte, et il en était résulté des émotions populaires, des soulèvements paysans. Il a fallu retirer l'impôt de la pancarte. Ce roi donc n'était pas très très populaire. Immédiatement après sa mort, eh bien apparaît, vous en avez parlé, le mythe henricien, la légende du roi, du bon roi, le panache blanc, la poule au pot, le pari vaut bien une messe, toute chose qui n'a pas prononcé, pâturage et labourage, les fameuses phrases de Sully aussi sont les deux mamelles de la France. Donc il y a un grand mythe qui se met en place et qui va se déployer au XVIIe avec le livre de Hardouin Péréfixe, monseigneur Hardouin Péréfixe, pour l'éducation de Louis XIV, donc une biographie, une hagiographie, disons. Il y a la Henriade de Voltaire, la partie de chasse de Collet, la statue qu'on va installer en 1614 et puis qu'on reconstruira en 1818, abattue sur la Révolution, la statue d'Henri IV au Pont-Neuf, qui est toujours là. Ce mythe, donc, absolument extraordinaire, puisque même les manuels d'histoire de la 3e, de la 4e, au début de la 5e, quand on enseignait encore l'histoire de France de façon correcte, disons, magnifie ce roi. 3 présidents de la République ont fait l'éloge d'Henri IV. Aucun roi, Vincent Auriol, François Mitterrand, et puis Nicolas Sarkozy, aucun autre roi n'a eu un tel privilège. Et comment vous expliquez, parce qu'en effet, vous avez parlé de la Troisième République, où certains rois sont quand même mis de côté ou fortement critiqués, et lui, Henri IV, il plaît à la fois aux monarchistes, et puis à Voltaire, et puis au président de la 5e. Comment est-ce que vous expliquez cette unanimité face à ce grand personnage ? Alors, il y a le mythe, indiscutablement, qui a joué. Ce roi vous l'avez vous-même cité aussi, cette phrase d'Éléonore de Médicis, le roi est un homme à se faire aimer des pierres elles-mêmes. Il est séduisant, séducteur, fascinant. Il faut tout de même voir derrière cette image d'Épinal, un homme assez autoritaire, méfiant, malin, déterminé, très comédien, très infidèle. Oui, sur le plan, on n'en a pas parlé, mais les femmes et Henri IV, faudrait consacrer une émission entière à ce tueur. C'est un roi paillard, faut bien le dire, mais aussi un génie politique. Alors, il a des intuitions, mais il est vraiment autoritaire et il met en scène sa propre image. Son entrée dans Paris va être représentée dans des gravures et puis ultérieurement dans des peintures. C'est le début de la communication politique que mettra au point à la perfection Louis XIV. Merci beaucoup Jean-Christian Petit-Fils. Je vous en prie. D'avoir répondu à toutes nos questions sur Henri IV, mais l'émission était trop brève pour faire le tour de la question. Je vous invite, chers auditeurs, à lire cette grande biographie d'Henri IV, publiée aux éditions Perrin, qui est la suite d'autres grandes biographies de rois, écrites également par vous, Jean-Christian Petit-Fils. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre écoute, pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.